أفضل ممثلة في العالم العربي سونيا عكاشة. Le premier prix, ça a été Zéro. Je venais, donc en tant que nouvelle arrivée au Maroc, je venais de découvrir Casanegra. Et il se trouve que je fais la rencontre de Morten Khmari. Moi, je te verrais bien pour un rôle, cap ou pas cap. Tu sais, on était là, dans le zine, c'est bon là. Il y a un gap, je pense, entre la projection et versus réalité, parce que oui, même au niveau professionnel, les rapports sont très différents. Quand tu viens de Paris, tu es un peu speed, quoi, qui s'est battu pour les droits au Maroc, donc occuper l'espace avec sa voix, avec son corps, avec voilà. Tu vois, oh non, tu vois. مرحبا بك في باك تو بلاد. Sonia, مرحبا بك في Back to Bled. Merci, Backfee. Enfin, on arrive à tourner cet épisode. Enfin, c'est vrai que ça aura pris du temps. Comment ça va? Écoute, très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être là. Bah écoute, pareil. Alors, en général, je pose deux petites questions pour commencer l'épisode. La première question, c'est là, je t'ai accepté à l'invitation. Et la deuxième, c'est quel était le rêve de Sonia quand elle était plus jeune? Ok. Pourquoi j'ai accepté d'être là? Parce que nous avons une personne en commun qui m'a parlé de toi et qui m'a dit que tu enregistrais des podcasts sur des personnes qui avaient grandi au Maroc, qui étaient parties à l'étranger et qui étaient revenues, et que tu voulais un peu partager cette expérience avec des gens en rencontrant des profils différents, et nous nous sommes rencontrés. Exact. La rencontre fut fort sympathique et me voilà aujourd'hui. Parfait. Et du coup, ton rêve quand tu étais plus jeune? Alors mon rêve quand j'étais plus jeune, c'est difficile de dire parce qu'en vrai j'avais envie de tout faire. J'avais envie d'être grand reporter, j'avais envie d'être astronaute. Comme tout le monde, ça, tout le monde a eu ça. Ouais, voilà. Prof, enseignante aussi, journaliste, détective, espionne. Mais c'était lequel qui prenait le plus de place? Écoute, en vrai, il y a eu un vrai déclic quand même avec le théâtre, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert tôt. Et c'est vrai que sans me dire que c'était ce que je rêvais de faire, parce que je pense que c'était pas conscient et que ça s'est réveillé vraiment beaucoup plus tard, il y a eu un truc comme ça où quand j'ai vu la scène, vraiment, je me revois avec ma mère, c'est ma mère qui m'avait emmenée, où j'allais dire « Oh maman, je veux faire ça Oh, magnifique. » Et puis, ce métier-là me permet d'être un peu tout, finalement. C'est vrai, tu joues tous ces rôles. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu peux nous résumer à quoi ressemblait ta vie depuis ton enfance jusqu'à ta décision de partir à Paris, c'est ça? Oui. À quoi ressemblait mon enfance? Écoute, j'ai envie de te dire, ça a été une enfance heureuse. J'ai grandi avec mes parents, mon petit frère, qui aujourd'hui est plus grand que moi. À Casa? À Casa, alors je suis née à Safi, mais à 1 an, mes parents sont venus s'installer à Casa. Et donc vraiment, j'ai fait toute ma scolarité à Casablanca, mission française, lycée, l'IET, etc. Parcours classique. Parcours classique, où très tôt j'ai fait du théâtre, ouais, voilà. Et non, sinon, franchement, enfance heureuse, j'ai pas de... Écoute, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à partir en France? Enfin, j'imagine, comme tout le monde part à Paris, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de... À la base, comme tu dis, passer le bac, je savais que j'allais étudier en France. Pourquoi Paris? J'y avais jamais mis les pieds. Parce que justement, on avait créé une troupe. À l'époque, on était la première promo à avoir passé l'option théâtre au bac. Nice. Et on était une petite troupe comme ça, hyper proche. Voilà, où on avait vécu plein de choses, on avait joué des pièces. Et l'idée, c'était qu'on se retrouve à Paris et qu'on se retrouve pour continuer l'aventure. Ce qui ne s'est pas fait. On s'est perdu de vue assez vite, en fait. Chacun a été happé par ses études, etc. Mais du coup, ça a été Paris. Ouais, et puis, mes études aussi ont fait que ça a été le choix. Très bien. Et tu as fait quoi comme études? Alors, j'ai eu un DUT marketing à l'IUT de Sceaux. Et ensuite, j'ai continué mes études à la Sorbonne en affaires, langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce, anglais et espagnol. D'accord. Et à côté, tu continuais le théâtre? Et à côté, je continuais le théâtre. C'est vraiment quelque chose qui m'a suivi dès le primaire et que j'ai continué pendant mes études en cours du soir. J'ai toujours... le théâtre c'est comme a le toujours sport, fait, quoi. C'était... Ouais.
Très c'est bien. un truc. Et à ce moment-là, tu pensais à te lancer réellement, enfin sérieusement dans le théâtre ou le cinéma ou t'étais juste à fond études? Écoute, pas du tout. Vraiment pas du tout. Il n'y avait pas du tout d'ambition ni professionnelle, ni de carrière, ni vraiment pas quoi. J'étais partie pour faire des études classiques dans le marketing. Alors, j'avais un truc comme ça où dans le journalisme, mais pas en tant que journaliste forcément. Et d'ailleurs, ça a été le début de ma carrière professionnelle. Ok. Journalisme. Alors, pas journaliste, travailler dans le marketing. Ok. Et assez vite, je me suis dirigée vers la presse. Au début, c'était le marketing de luxe d'abord. Et ensuite, je me suis dirigée vers la presse. Et j'étais partie pour ça. D'accord. Et ça a duré combien de temps tes études, le boulot, enfin, Alors, mes études, le boulot, je ne suis pas douée en maths. Je sais pas, j'ai une maîtrise donc à la Sorbonne. Tout de suite après, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante marketing chez Hugo Boss, puis chez Bentley. Ça a duré un an. Et ensuite, j'ai fait 3 ans chez Bentley. Que je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Calixo, où là, je suis devenue directrice marketing d'un groupe de presse spécialisé dans le jet d'affaires. Il y avait deux supports de magazines, ok. un sur le jet d'affaires et l'autre sur l'hélicoptère. Et ça a duré 3 ans aussi. Alors, on fait le calcul, écoute. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu avais cette idée, cette envie de rentrer au Maroc ou là, ça faisait pas partie des plans? Écoute, je pense que comme toute personne qui naît et grandit au Maroc, c'est là, quoi. C'est là. Mes parents sont là, ma famille est là, en tout cas ma famille marocaine. Et donc, Parce que tu es marocaine et je suis franco-marocaine. franco-marocaine. Ok. Franco-marocaine. Et donc, il y avait voilà, une forte attache ici, forcément. Et donc, c'était là quelque part, sans être forcément certain. Enfin voilà, c'était un peu aussi la vie. Tu le sais, Ok. quand on est jeune, on ne se projette pas forcément très loin. Et après, c'est vraiment le déclic, ça a été ma première fille. Tu l'as eu là-bas? Je l'ai eu là-bas. Ok. Et est venu le moment de se dire, bon, elle doit rentrer à l'école. Est-ce que ça y est, est-ce qu'on s'installe? Pose des vraies questions là. Ah ouais, voilà, ça y est, est-ce qu'on est parti pour s'installer là et construire en France ou est-ce que... Et qu'est-ce qui a joué sur la balance à ce moment-là quand on a un enfant et on se dit quelle direction on doit prendre? Écoute, ce qui a joué, c'est que déjà, mon conjoint, à l'époque, avait des opportunités de travail intéressantes ici. Moi, étant dans la presse, j'avais comme ça quelque chose de super où le deal, c'est que je pouvais garder mon poste, mais me rendre pour les doublages et tous les événements qui étaient liés au magazine. Donc en vrai, je partais sans vraiment partir. Donc il y avait comme ça quelque chose qui était assez... hybride, où je pouvais, voilà, j'étais installée ici, mais je conservais aussi mon poste là-bas. Et ce qui était intéressant aussi là-bas, c'est sympa de se dire qu'on a les deux. Aller-retour, oui. Ouais, c'est ça. Et donc go, tentons l'expérience. Et quelque part, il y a toujours ce truc où il manque quelque chose. Et si tu devais retenir quelque chose de ton passage en France, qu'est-ce que ça t'a apporté dans cette deuxième vie en France? Ah, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, c'est tous mes souvenirs étudiants, où ça a été une formidable aventure. Parce que c'est vrai qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte. Mais voilà, on est un peu lâché. On grandit ici avec ses parents dans un certain confort, dans une certaine... bulle. Oui, voilà, dans une certaine bulle. Et là, tu arrives et... bonjour la vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est assez excitant aussi, quoi. Et puis, c'est ce qui m'a construit, mes études, mon début de vie active, professionnelle. Et je pense que ça m'a donné des vraies bases parce que en termes de rigueur, de professionnalisme, de choses comme ça, ça m'a beaucoup apporté. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un métier quand même qui était... Et au niveau du théâtre, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé de... Alors, j'avais ce truc un peu où je trouvais ça dur. Parce qu'il n'y avait pas toujours forcément cet esprit de troupe que je recherchais aussi beaucoup. Cette aventure humaine de... C'est ça,
tu sais, On est noyau ensemble. dur. Ouais, c'est ça, on est ensemble, on est sur des projets, etc. Ok. Certains étaient justement avec des ambitions plus pro, etc. Et donc c'était assez Chacun carré. travaillait pour lui-même en fait. Un peu, Ok. un peu. Et puis pareil, les cours du soir à la Sorbonne, c'était, on n'était pas là pour le fun, quoi. C'était dramatique. Mais c'était hyper enrichissant parce que aussi ça te donne un sérieux. Une rigueur. Une rigueur, exactement. Ouais, et puis des bases solides, j'ai envie de dire, enfin en tout cas des vraies bases dans le domaine, quoi. Très bien. Et donc, du coup, le retour au Maroc, comment ça s'est passé? C'était... Écoute, le retour au Maroc a été... Je vois, ça te fait à moitié sourire en même temps. Et ça a été dur en vrai. Je ne vais pas te mentir, ça a été dur. La première année a été dure et il y a eu une petite phase d'adaptation, quoi. Alors, et comment tu imaginais les choses? Parce qu'en fait, chacun imagine un peu son retour au pays. On a des appréhensions, pas mal de choses, mais on imagine quand même à quoi ça va ressembler. Mais en réalité, comment tu définirais les deux? Ah non, il y a un gap. Il y a un gap, je pense, entre la projection et versus réalité. Parce que tu reviens et toi, en fait, tu as quitté une ambiance de lycée. Donc déjà, tu n'es pas dans la vraie vie. Tu n'as pas travaillé, tu n'es pas, voilà, pas dans la vie active, professionnelle, etc. Donc déjà, tu découvres le monde du travail avec ses qualités, ses défauts, j'ai envie de dire. Et c'est un autre rapport. Et puis en tant qu'adulte aussi, tu n'es plus du tout dans le même rapport. Tu as certaines obligations par rapport à la société, par rapport à ce qu'on attend de toi, à comment peut-être tu dois te comporter, comment recevoir, enfin voilà, toutes ces normes sociales dont tu n'es pas vraiment conscient quand tu es... Qui se rajoutent petit à petit. Petit à petit. Alors que toi, tu arrives et tu penses que tu vas vivre ta vie... comme avant. Comme avant, en étant adulte, quoi, donc plus libre. Et en fait, pas vraiment. Pas vraiment. Et voilà, oui, même au niveau professionnel, les rapports sont très différents. Il y a quand même... et il y a une... voilà, quand tu viens de Paris, tu es un peu speed, quoi. Voilà, ça ne dure pas longtemps, cette histoire. Hein. Tu te réadaptes très vite. Tu te réadaptes très vite, mais au début, l'heure, c'est l'heure. Le délai, la deadline, c'est la deadline. C'est fou quand même. Hein, le changement de culture, alors qu'on est un pays qui a une double culture, on va dire. On a le côté français, le côté marocain, mais on a les deux opposés en fait. Le Maroc et la France, c'est peut-être pas les deux opposés, mais en tout cas, ouais, c'est pas du tout les mêmes. Il faut se réadapter, quoi. Mais c'est pas plus mal aussi de prendre le temps de laisser un peu. Ah oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se réadapter, mais il y a aussi beaucoup de bons là-dedans. Parce que le côté speed, voilà, tu es tout le temps en train de courir après, voilà, métro, boulot, dodo, enfin voilà, le concept, oui. Le concept, ça a ses limites, quoi. Et justement, tu vois... Avec du recul, tu te dis quand même c'est bien de laisser un peu les choses se faire. Vivre. Et puis en vrai, une fois que tu le sais, bon, tu sais que voilà, ce ne sera pas une semaine de délai, ce sera plus 10 jours, 15 jours. Ça y est, tu le sais. Il est anticipé. Tu sais, c'est un peu comme au feu rouge ou au feu vert plutôt. Tu passes, mais tu sais que peut-être il y a une mobilette qui va. Donc ça, il était au courant. En fait, c'est plus... Ça devient un pattern, c'est vrai. C'est ça. Très bien. Et donc, du coup, tu as expérimenté le travail, etc. Tu t'adaptes. Tu as eu ton deuxième enfant ici, j'imagine? Oui. Très bien. Et le cinéma dans tout ça, quand est-ce que ça commence? Raconte-nous un peu ses débuts. Eh bien, écoute, le cinéma, ça commence... justement, je suis installée au Maroc depuis 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Comme je suis dans la presse, je suis invitée à des événements... des événements de prestige, culturels, etc. Et là, en l'occurrence, c'était pour l'inauguration du Mazagan, El Jadida. Et je venais, donc en tant que nouvelle arrivée au Maroc, je venais de découvrir Casanegra. Et il se trouve que je fais la rencontre de Nourdine Khmari à cet événement-là. Et donc on discute, on parle cinéma, on parle société, on parle de plein de choses. Voilà, de sa vision des choses. Et puis moi aussi, c'était vraiment le premier film du genre que je voyais. Et donc il m'avait marqué. Surtout Casanegra. Surtout Casanegra. C'était puissant. Ouais. Et puis vraiment, par rapport aux autres films marocains que j'avais pu voir, t'es là, on était vraiment dans un autre genre.
Donc sa vision était intéressante. Donc voilà, on a discuté, etc. Et puis quelques mois plus tard, j'ai une amie qui me dit, on s'échange nos cartes professionnellement, et une amie me dit, voilà, le réal que tu as rencontré fait passer des castings pour un prochain film. Et vraiment, à ce moment-là, quand je l'appelle, c'est pour savoir si j'ai moyen de... Je lui demande s'il y a un hélicoptère dans son prochain film, s'il y a un jet, si on peut le caser dans la case culture, quelque chose. Et il ne me dit pas du tout. Par contre, il me dit, tu m'as dit que tu avais fait du théâtre. Moi, je te verrais bien pour un rôle, cap ou pas cap. Et comment il te raconte le rôle, genre à ce moment-là? Comment vous en parlez? Sacré rôle quand même. Sacré rôle, ouais. Pas facile. Pour un premier film, waouh. C'est pas un petit rôle, ouais. Ouais. Et comment on se prépare à ce genre de rôle? Toi qui n'avais pas fait de cinéma avant, comment tu t'es préparé psychologiquement? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup déjà avec lui, parce que lui aime bien préparer en amont avec ses comédiens. Donc on avait plusieurs séances de répétition. Il tenait à ce que les liens entre les personnages soient pas fake, qu'on ne se découvre pas du jour au lendemain. Donc il y a une vie... Et il y a eu exactement, la troupe. justement, exactement la troupe. Non mais c'est ça, hein, parce qu'après avec l'équipe, on a eu comme ça pendant plusieurs mois, on était une petite famille entre les make-up artistes, les comédiens, les coachs, tu vois, il y avait tout un... Et comment ça se passe au niveau des scènes, par exemple, quand tu dis vous préparez, c'est-à-dire chacun apprend son rôle en fait chez lui et on arrive, on a déjà fait connaissance avec les autres acteurs. Comment ils mettent en place ces choses-là pour que justement il y ait cette alchimie? Il y a de ça, oui, forcément. Il y a des lectures il y a le scénario, tu as le scénario, tu le lis, tu apprends tes scènes. Et puis après, sur le vif aussi, en répétition, il y a voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et justement, on a répété aussi un peu, on a dansé ensemble, on a pris quelques cours de danse pour la scène du bar. Et puis il y avait voilà, cette envie de rester ensemble, faites connaissance. Et aussi de nous faire découvrir un peu le Kazakh qu'il voulait montrer. Donc par exemple, Cheikh Younes a eu beaucoup de préparation aussi de son côté. Voilà, il nous emmenait dans des endroits un peu dans le centre-ville. Et donc voilà. Et sur mon personnage, il me donnait des tips. Il me disait, tu vois, inspire-toi, regarde, il y a des trucs intéressants à prendre chez elle. Voilà. Mais c'est bien ça. Super. Gentiment, subtilement. Subtilement. Des fois, il te rentre dedans. Oui, voilà, il dit, moi, je crois pas, non. J'ai rien ressenti là. Là, c'est nul et tout. Il était d'accord. Comment ça, rien? T'as tout donné. Alors, peut-être pas. Mais tu sais, t'es là, comment? Et du coup, attends, tu vas voir, tu vois. Et là, voilà, maintenant tu... Donc, c'est une approche... Ça a duré combien de temps le tournage? Alors, si je ne me trompe pas, écoute, je sais pas si c'est le ressenti, mais j'ai une mémoire... je pense que ça a bien duré... 2 mois au moins. Au moins. Pas pour moi, pas spécialement pour moi, mais le tournage, ça va. Voire 2 mois et demi, 3 mois, si je ne me trompe pas. D'accord. Et c'était quoi la chose la plus difficile dans ce tournage? La scène ou le moment? Alors, la scène que j'appréhendais le plus, c'est la scène du baiser, forcément. C'est normal. J'étais mariée, société marocaine, le jugement... et puis le rôle en général, c'est-à-dire qu'il y avait, voilà, je me disais, voilà, un lien marketer quelque chose, marketer assez, pour un premier film, c'est un choix un peu audacieux, on va dire. Et il y avait cette scène que j'appréhendais beaucoup parce que c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs locales. Et puis, voilà, il y avait un truc comme ça. Mais heureusement, justement, il y avait cet esprit d'équipe où déjà on bossait en confiance. Voilà, tout le monde se connaissait, mon mari connaissait tout le monde. On est devenus amis tous. Donc il y avait un truc comme ça. Après, il y a des techniques aussi pour les baisers, tout ça, en général. Dans là, c'est un vrai baiser. On n'est pas sur... Et puis, on n'est pas sur une scène très explicite non plus. Hein. Mais par contre, c'était un baiser. Mais en réalité, sur le tournage, ça a été un fou rire. C'était génial, puisqu'on a beaucoup rigolé. Et ça, c'est aussi une question de confiance avec son partenaire. Après, on est dans un rôle aussi, et puis c'est tout. C'est pas nous, c'est le rôle qui a besoin de ça.
Ouais. Non, et puis souvent, je le dis aux gens, parce que souvent, on me dit, ah, mais dis la vérité. Forcément, il y a quelque chose. Et en réalité, non, parce que, tu sais, t'as un perchman là, tu Bon, vois, les gars, sortez. tu vois, il n'y a pas de. On a eu une scène comme ça, où finalement, quand tu regardes, parce que c'est la magie du montage aussi, Mm. on voit une épaule là, on voit là, C'est on voit vrai, une un main qui se mouvement. touche, Mm. mais finalement, il y a On reste focus sur la scène, mais il y a plein de choses il y a autour. plein de choses et c'est pas grand chose finalement mis bout à bout. Il y a eu juste un baiser qui a été échangé. Ouais. Et sinon, il y a une scène comme ça où il nous disait de se regarder dans les yeux, de se toucher la main. Et on se regardait comme ça. Et, tu sais, la main chauffait. Et tu sais, on était là, dans l'usine. C'est bon là. Ça y est quoi. Et donc c'était plus du rire, c'était plus bon enfant que. Et Nice. c'est la magie du cinéma. Très bien. Et donc, j'ai vu aussi, tu as tourné d'autres films. J'ai vu Opération Beyrouth et Redemption Day, c'est ça? Oui. Et comment si tu devais décrire ces expériences-là par rapport à d'autres Alors j'ai envie de citer aussi le deuxième film que j'ai tourné, qui pour moi a été mon premier rôle, Ok. et qui retrace la vie d'une femme qui existe encore, enfin d'un couple Mhm. qui s'est battu pour les droits Cool. au Maroc. Donc pour moi, c'est... Et puis ça a C'est été fort. mon premier prix. Alors j'ai eu un prix d'interprétation pour Zéro, mais... Le Sotigui, c'était ça? Comment? Le Sotigui Awards. Non, ça c'est pour les Diversités de Casablanca, c'est plus récent. Ok. Le film s'appelle La moitié du ciel et Ok. ça retrace en fait l'histoire de Jocelyne Lehabi, Mhm. la femme de Abdeltaif Lehabi à l'époque des années de plomb, Ok. qui avait été arrêtée avec Abraham Sarfati, avec tout un groupe d'intellectuels. Et c'est l'histoire du combat des femmes pour faire libérer leur mari. Magnifique. Et voilà, ça a été mon premier Premier rôle. voilà, mon premier Ok. rôle. Et c'est comment le premier rôle ça... C'est Pression? Pression, ouais. Ouais, pression. Surtout que c'est une femme qui existe. Donc, tu vois, tu te dis, il faut que je sois à la hauteur Et tu as échangé avec elle? Tu as passé du temps avec elle ou on Oui, t'a oui. donné juste la... Non, je l'ai rencontrée, Ok. j'ai échangé avec elle, avec son mari, avec sa fille qui jouait aussi, Rotz Lahabi, qui jouait aussi dans le film. J'ai lu beaucoup, parce que voilà, justement étant un écrivain, un poète, etc., j'ai lu beaucoup sur cette période-là et sur ce qu'il avait pu écrire lui. Et donc ça a été un vrai travail, là, pour le coup, en profondeur, pour m'imprégner de leur histoire et de son histoire à elle et d'essayer de coller au mieux. Et comment il a été accueilli par les critiques, ce film? Eh bien, écoute, étonnamment bien. Après, c'est un film qui n'a pas, c'était pas non plus un budget hollywoodien et qui n'a pas eu une distribution Énorme, ok. voilà, de masse, mais qui a été bien reçu. Je trouve que d'ailleurs, quand j'en parle, les gens, surtout à l'étranger, sont souvent étonnés. Ah bon, mais vous pouvez parler de ces choses-là, les années de plomb. Ça a changé, les gars. Et ouais, ça a changé, ouais. Et la preuve, on a fait un film dessus qui a été plutôt bien reçu. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça fait de gagner les awards que tu as gagnés? Tu t'y attendais? Ah non. Raconte-nous un peu Écoute, c'est l'histoire derrière. C'est indescriptible, parce que chaque... Donc il y en a eu deux, c'est ça, il y a le Sotigui, il y a l'autre. Il y en a plus, mon ami. Ah. Vous n'avez pas fait votre travail de journaliste. Non, il y a eu... Alors, mon premier prix, ça a été Zéro, au Festival de Tanger, où là, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, pareil, ça a été un moment de pure joie, parce qu'on était dans la salle et on s'attendait quand même à ce que le film ait des prix. Parce que bon, on se disait, enfin, on avait fait aussi la semaine, parce que tu sais, il y a plusieurs films en compétition, etc. Et tu vois un petit peu les sorties, tout ça. Ce qu'il y a en compétition. Et bon, Nourdine reste un très bon réalisateur. Enfin voilà, donc il y avait quelque chose où on se disait, bon, un prix ou deux, c'est envisageable. Réalisation, enfin voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est envisageable. Et Zéro se met à enchaîner les prix. Et moi, vraiment, j'étais parce que je te dis, il y avait vraiment un esprit d'équipe où je discutais.
avec une personne et tout. Et donc là, on entendait ouais, super, ouais, super. Et là, prix du meilleur second rôle féminin, Sonia Okasha. Et là, tout le monde me pousse en mode Sonia, Sonia, c'est toi, c'est toi. Et moi, je suis là, quoi? Non, tu réalises pas, putain. Mais Oh ouais. là là. Et là, c'est à toi, il faut y aller. Et t'es là. Oh, Et putain. t'arrives et t'es oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était extraordinaire. Comme, Magnifique. Masqat, j'ai eu un prix pour La moitié du ciel à Oman, au Festival international de Masqat, où pareil. أفضل ممثلة في العالم العربي أنا سونيا أوكاشا. Il n'y avait personne pour dire c'est toi là. Si, alors il y avait quand même, il y avait quelques personnes, quelques réals marocains, etc. Pareil, qui étaient là, Sonia. Et donc à chaque fois, c'est des moments très marquants, hein, parce que tu sais, quand t'entends ton nom, t'as un... C'est d'émotions qui... Et puis, c'est un sentiment de gratitude parce que, quelque part, c'est une reconnaissance C'est vrai, et on en a besoin. Enfin, tu vois, t'es jamais forcément content toujours de ce que tu fais et puis tu sais jamais comment c'est reçu. C'était bien, pas bien, alors que là, ça définit un peu ton Bah standard. là, Quoi. ça dit, ok, quelque part, il y a des professionnels qui ont dit pas mal. Très bien. Et ça a changé un peu ta carrière ensuite, le fait d'avoir ces... Les gens, ils te voyaient différemment, c'était comment le... Écoute, j'ai envie de te dire, pas tellement parce qu'en fait, les gens ne le savent pas trop. Enfin, tu vois, c'est pas tellement relayé. Ouais. Si tu le relayes pas toi dans les réseaux sociaux, et à l'époque, vraiment, je le faisais pas, c'est pas tellement valorisé. Et même, je dirais que malheureusement, ça peut même jouer en ta défaveur. Parce que ça veut dire que peut-être, ou en tout cas on s'imagine, que peut-être que tu vas avoir des prétentions différentes, des prétentions salariales, que peut-être maintenant tu vas te prendre pour quelqu'un d'important. Et donc limite, ça va plutôt jouer en ta défaveur plutôt que de se dire « Ah, elle a eu des prix, donc ça veut dire Elle mérite. Ouais, voilà, qu'il faut lui donner des rôles. » Tu vois, bizarrement. C'est marrant. Il y a un En truc. général ou c'est juste au Maroc Ah non, c'est plutôt au Maroc. Ok. C'est plutôt Maroc. Non, en général... c'est encore plus prestigieux que exactement. d'avoir cette actrice dans son... Exactement. Bon, en général, ça veut dire que ton cachet, il passe à un autre niveau. Et ça veut dire que normalement, on va t'appeler. Et si tu viens d'être primé, ça veut dire que tu es bankable et que tu vas tourner. Et en parlant du dernier prix, donc le Osotiege Awards, Ouais. meilleure actrice nord-africaine, c'est ça? Oui. C'était quoi le film? C'était Les Divorcés de Casablanca. Et écoute, j'ai eu plusieurs prix pour ce film-là. C'est bien, c'est un thème qui n'est pas très... qui n'est pas très abordé finalement. Et là, en plus, je m'y attendais d'autant moins que c'est un film un peu choral, où on voit plusieurs profils de femmes différentes qui représentent un peu la société marocaine, ouais, voilà, chacune dans sa réalité, en situation de divorce, ou déjà divorcée, ou en cours. Enfin voilà, il y avait un panel comme ça de profils de femmes, où c'est rare qu'on ait un prix d'interprétation dans ce genre de... Parce qu'on n'est pas seul, en général, voilà, on partage l'affiche à plusieurs. Et je pense que ce qui a joué dans ce film, c'est que voilà, c'est le thème où finalement, qui n'est pas tant abordé que ça, et de découvrir aussi une réalité qu'on n'imagine pas forcément, donc on ne l'a pas vécue. Les coulisses, ouais, c'est vrai. Ouais. Et voilà, et toute femme confondue finalement, c'est pas une question de statut social, d'éducation, finalement il y a une réalité où en vrai une femme en situation de divorce c'est difficile. Surtout s'il y a des enfants Surtout s'il y a des enfants. Et voilà, et quand au niveau de la loi c'est pas toujours faire, même si ça l'est de plus en plus, mais voilà où il y a où il y a une pression sociale aussi. C'est comme si on se sentait un peu écarté de la société, mais en même temps on est dedans, c'est marrant. Complètement, ouais. Complètement. C'est vraiment un truc particulier où t'es dans un entre-deux bizarre. Mais c'est là où le travail sur soi est important, qui nous permet justement de... Oui, et puis finalement c'est aussi... Et c'est pas que les femmes, mais où ça montre aussi que finalement c'est possible que les femmes peuvent s'en sortir et qu'il n'y a pas de... Surtout à cette époque-là. Surtout, exactement. Ça a beaucoup changé. Exactement. Et
je pense que ce film-là a contribué aussi au moins à se poser des questions et à se dire, ok, c'est une réalité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. En fait, parce que pendant longtemps, il y a une espèce de déni comme ça, où le divorce c'est mal, il ne faut pas divorcer, etc. Une femme divorcée, c'est une catégorie de femmes, attention. Et aujourd'hui, attention. Et puis avec le Covid aussi, je pense, il y a eu tellement une vague de divorces comme ça que c'est une trop de réalité. promiscuité, ça. Mais pas qu'au Maroc d'ailleurs. Non, mais partout. Voilà. Mais ça a commencé en Chine, d'ailleurs, c'était là où il y avait le plus de records de divorce. Mais oui, c'est vrai. Et ce qui est bien aussi, c'est au niveau africain, j'imagine qu'on partage tous la même culture parce que bon, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et c'est bien d'avoir fait passer ce message. C'est ça. Et effectivement, en Afrique, ils ont été particulièrement sensibles à ce film-là. Et d'où le Sotigi Awards. Super. Et c'est quoi comme thématique que tu aimerais jouer dans un film ou une cause que tu aimerais défendre à travers un rôle, par exemple? Écoute, il y a plein de... Pareil, il y a plein de choses que j'aimerais Celui qui tourne un peu dans la tête depuis un petit moment. Alors, je peux pas dire parce que... Ou bien un personnage historique, ou bien... je sais Alors pas. moi, j'ai eu la chance de jouer dans une série marocaine, Saïd Al-Hurra, donc il y a un personnage qui a existé et qui a marqué l'histoire du Maroc, donc j'en suis très fière. Et j'ai découvert cette histoire justement avec ce rôle-là, avec cette série. Écoute, si tu regardes un peu mon parcours, ma filmographie, en général, c'est pas des femmes, c'est plutôt des choix engagés, j'ai envie de dire. C'est jamais des femmes anodines ou... Il n'y a que comme ça que tu te sens... Bah ouais. Okay. Et parce que derrière, je dis toujours, un bon scénario donne pas forcément un bon film. C'est vrai. Mais par contre, au départ, il faut que j'y histoire. croie. Ouais. Et il faut que j'ai envie de le défendre après. Même si, bon, dommage, c'est pas ce qu'on pensait. Mais à la base, je sais pourquoi j'ai dit oui. Et après, le résultat ne dépend pas que de soi. Mais enfin voilà. C'est vrai qu'on est drivé par la vraie histoire, du coup on incarne un peu là. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc comme ça. Donc forcément, un personnage fort. Moi, j'aime bien les films où il y a des transformations, type Monster de Charlize Theron. Les films historiques, j'adore. J'adorerais incarner. D'ailleurs, en parlant de films, j'avais lu aussi que tu avais parlé du film Peau d'âne de Jacques Demy. Oui. Qu'est-ce qui t'a un peu touché dans ce film? Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de voir les choses, la vie, le cinéma? Eh bien écoute, alors c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu à la FOL, en sortie scolaire, tu vois. Et donc pour moi, ça a été se retrouver dans le noir, un grand écran, et puis Catherine Deneuve est sublime, quoi. Où on est dans un conte où je la voyais, où elle était tellement belle, tellement... donc ça a été aussi ma première rencontre avec le cinéma. Et là, je me suis pas dit je veux faire ça. Mais ça a ouvert une porte. Ça a ouvert un truc comme ça, waouh. Fascinant. Et un peu... Bon, ça c'est moins glorieux. C'est là aussi où j'ai fait la différence entre les films et les dessins animés. Parce que tu sais, je me dis, mais là ils sont vrais. Et les dessins animés, ils ne ressemblent pas à nous, quoi. Comment ça se passe, en fait? Des questions existentielles. C'est marrant comment chacun expérimente à sa manière. Non, mais voilà. Je ne sais pas si c'est réel, fake. Fake, tu vois, où je me disais, comment ça se passe, ce film-là? Parce qu'il y a un peu de surnaturel, il y a un peu de magie. Ça m'avait fait rêver. Vraiment, j'étais sortie en... Waouh! Comme quoi. À force des images. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, je revois Catherine Deneuve, je vois Peau d'âne, vraiment, et je me revois en fait. J'ai cette sensation, je regarde, je dis waouh, c'est trop beau. Vraiment, ça donne envie de le regarder là. Je te conseille, il faut le voir. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du cinéma marocain aujourd'hui? L'évolution du cinéma marocain, écoute. Depuis le film Zéro, par exemple, parce que c'est là où tu as jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai envie de te dire, et je suis toujours un peu tiraillée dans ce truc-là, parce qu'il évolue et forcément, il évolue dans le bon sens. Enfin, en tout cas, il y a
très belles choses Ok. qui se mettent en place. En tout En cas. termes techniques ou en termes... En termes techniques, franchement, je pense qu'on n'a rien à envier aux étrangers. D'ailleurs, c'est aussi pour Ils ça qu'ils importent viennent beaucoup tourner leurs chez nous. films ici, ouais. Voilà. C'est Donc, vrai. c'est pas au niveau technique que ça pêche. C'est plus justement en termes d'universalité, d'histoire qui pourrait s'exporter, justement. Ok, donc l'exportation de... Tu vois Ok. en termes de... Bon. C'est vrai parce qu'on consomme beaucoup, on importe beaucoup Oui. de cinéma américain, pardon, de cinéma turc, de euh, tout est... espagnol, c'est vrai. coréen. On a du Mais mal nous, à- on a du mal à s'exporter. Alors, il y a la barrière de la langue. Il y a les sous-titres aujourd'hui, on peut... Il y a les sous-titres. Mais je on pense regarde que bien des films coréens en sous-titres. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Justement, ouais. Moi, j'adore en plus, je suis fan du cinéma coréen. Ils sont forts. Ils sont très forts. Et aussi, ils parlent de leur culture, de leur... Enfin voilà, c'est leur société. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est un peu modifié pour l'export. C'est Non. justement leur Non, propre... ils parlent de... Ben, je pense que... Mais par contre, ils abordent des thématiques vraiment universelles. Je pense qu'ils sont aussi très bons. Alors, ils sont très bons en écriture, en images. Et je pense que nous... Alors, c'est pour ça que je dis que ça évolue dans le bon sens, dans le sens où on est en train de s'affranchir de ça. Nous, je pense qu'il y a eu un besoin, à un moment donné, tu sais, le Maghreb, il faut la pâte marocaine, tu vois, il faut montrer tout. Tu vois, tu as des plans de la ville, tu vois, on veut tout montrer. Surchargé, tu veux dire. Surchargé d'infos, où en fait le message principal, Il se perd dans... il se dilue dans des choses qui sont anecdotiques et qui relèvent... Mais c'est pas facile aussi de répondre, d'aller direct au but, tu vois. Même dans la parole ou dans plein de choses, passer un message qui arrive simplement, c'est un message qui est ultra travaillé aussi. Tout à fait. Alors Tout à que, mais c'est vrai qu'on se perd, on se noie dans le... Et puis on a trop de personnages, trop d'histoires qui se mélangent. On a besoin de se prouver des choses. Comme on a plein de choses à dire, on veut peut-être trop en dire d'un coup. Il y a trop d'avis aussi, différents. Trop d'avis. Il y a de l'autocensure. On veut faire plaisir. Il faut que ce soit un film que papa, maman peut regarder, qu'il ne faut pas choquer Ada. Ou alors au contraire, on veut choquer et du coup ça devient trop. Tu vois, il y a un truc comme ça, une espèce de dosage qui... C'est pas vrai, je caricature là aussi, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de films qui rentrent pas dans ça. Et puis je pense qu'il y a du travail aussi, c'est difficile. J'en parlais hier justement, par exemple pour écrire un scénario. C'est un métier scénariste. Or ici, Tout le monde est... Bah oui, mais en fait, comme il n'y a pas vraiment d'industrie du cinéma, tu te retrouves à écrire, à réaliser, à produire, à jouer, tu vois. Et en fait, c'est au détriment forcément de la qualité et du côté artistique. Parce qu'on ne maîtrise pas forcément tous les aspects aussi. Voilà. Et c'est pas un métier reconnu au Maroc, scénariste? Alors si, de plus en plus. Mais par exemple, quand tu veux développer ton projet, t'as pas... Alors, tu peux maintenant essayer de chercher des aides et tout ça, mais sinon, tu n'es pas payé. Donc forcément, tu travailles à côté. Donc c'est compliqué. Et puis pareil, tu regardes les Américains ou même les Coréens qui ont une vraie industrie et tout, c'est des équipes. Hein. Les gars, c'est des machines de guerre. C'est des moyens aussi, ils investissent. Et c'est des moyens. Je te parle d'industrie, c'est ça. C'est vrai, c'est dommage parce que même historiquement, au Maroc, à Casa par exemple, il y avait plein de cinémas avant. Ouais. Et de très beaux cinémas. Et la dernière fois, je passais au niveau de Mohamed V et je voyais des cinémas fermés. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a un désengagement malheureusement au niveau de la culture. Je pense qu'on n'a pas su préserver ces salles. Qu'aujourd'hui, c'est pas de leur faute, c'est le monde qui est comme ça. Hein. Des mégaramas qui arrivent et qui drainent forcément les gens. Avant, voilà, pour rien du tout, on voyait 2 films. Tu avais le film de karaté, le film du moment, tu vois. Tu n'avais pas trop le choix, mais en même temps. Tu n'avais pas trop le choix. Et puis, on n'avait pas Internet, on n'avait pas. Donc, en vrai, si tu lisais pas ou si tu n'allais pas au cinéma ou au théâtre, tu n'avais rien. Et les gens avaient faim de culture, Aujourd'hui, tu as tellement accès à plein de choses que finalement, et puis c'est un certain budget quand même, il faut le dire. C'est vrai. Moi, je regardais la dernière fois le cinéma, même Pathé.
les prix, ils sont incroyables. C'est pas voilà, accessible pour tout le monde. Donc, c'est pas. Et puis, pour peu que tu sois en famille, etc., tout de suite, c'est un vrai, budget. ça chiffre. Ça chiffre. À 4 personnes, tu es déjà à 800 balles des fois. Et Tu vois, te dis quand même. et tu es là, voilà, C'est plus pour voir un film, l'activité. quoi. Ouais. Alors que bon, tu peux rester chez toi, Netflix, les C'est vrai. streaming, les hada, c'est une réalité. Enfin, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, C'est un système qui peut-être doit être revu d'une autre manière aussi. oui, rendre, voilà. Tu sais, c'est parce que les gens ont envie, ils veulent. Hein. Tu sais, je te parlais de la nuit du conte. Les gens ont faim de culture, de choses. Quand tu vois en été, par exemple, les projections en plein air gratuites, c'est blindé. C'est vrai. C'est pas un manque d'engouement, je pense. C'est juste, voilà. Non, mais c'est culturel chez nous. Les Marocains, en général, aiment bien regarder des films. Ouais. C'est- Et il y a un regain de plus en plus, alors ça, pour le coup, pour les films marocains. Parce que, tu vois, pendant longtemps, là, ça a été les blockbusters américains, c'est voir les films étrangers, etc. Et aujourd'hui, on revient aux films de chez nous. En parlant de ça, j'ai regardé une série l'année dernière, au Ramadan dernier. Ouais. Et je crois que j'ai enchaîné pendant 3-4 jours, tous les soirs, et je regardais un après l'autre. Et ça parlait de la mendicité au Maroc. Ouais. Et cette série-là m'a vraiment marqué. C'était aussi un sujet qu'on ne voyait pas souvent. Et je Exactement. pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver d'autres sujets un peu niches, mais qu'on va, Et qui, on va ouais. mettre en lumière, on va dire, et qui vont nous donner aussi cette nouvelle fraîcheur de découverte. Parce que c'est vrai qu'on a trop tourné autour du même sujet, fait, refait, refait, et peut-être ça. aujourd'hui, c'est... C'est ça. Et je pense que bah, justement, les séries sont un bon indicateur. Je trouve qu'il y a de plus en plus de bonnes séries, alors qu'avant, C'est vrai. tu vois, On avait arrêté de regarder pendant le Ramadan voilà, c'est ça. Les séries, parce que on tombait, alors même si sans critiquer, c'est un genre aussi, mais on était beaucoup dans la caricature. Ah oui, Ada, nana, les trucs forcément. Ça crie, ça. Voilà, ça crie, ça truc. C'est hyper coloré. C'est vrai. La femme en kftane toute la journée, t'es là, bon, ce n'est pas la réalité, ça n'existe C'est pas, vrai. ça, tu vois. C'est vrai. Donc on était dans une espèce aussi Sitcom. voilà, fantasmé, qui finalement nous parlait pas vraiment au bout d'un C'est vrai. moment. Alors que là, on revient à quelque chose de plus authentique, peut-être plus sincère Plus vrai. et plus vrai. Et à une qualité d'écriture, voilà, où on a envie de dire des choses. Et justement, donc non, aussi, à ce niveau-là, ça change. Ok. Et on va passer à un autre sujet, Oui. qui est le monde de l'impro. Oui. Apparemment, tu es championne de l'impro. Oh là, non. Je peux jouer ce rôle pour le coup. Écoute, alors... non, championne de l'impro, non, j'ai pas du tout cette prétention-là. Je me considère encore novice dans cette discipline. Mais ça a été post-Covid une vraie découverte. Ok. Autre que théâtre et cinéma, et vraiment un truc comme ça où Comment te tu le lances sans définirais, filet. voilà, par rapport au théâtre et au cinéma? Quelle place tu donnerais à l'impro ou comment tu le décrirais par rapport aux deux autres Alors c'est vraiment trois disciplines différentes, mais complémentaires, où dans chacune tu développes des skills pour moi très différents. Et donc du coup complémentaires parce qu'on reste dans le jeu, dans l'acting forcément. Enfin, pour moi le cinéma, tu es dans un jeu assez intérieur, hein, où tu intériorises vachement, où tu es dans le regard, dans les émotions. Tu n'as pas besoin forcément d'en faire des tonnes. Ok. Parce que de toute façon, la C'est caméra visuel. est là, exactement. Le micro est là, donc tu n'as pas besoin de projeter ta voix. Tu es plus sur une connexion avec ton partenaire dans Tu les connais, yeux. en plus, tu connais ton texte. Tu ça- connais ton texte. Exactement, c'est assez cadré. Et puis, je dis souvent, le cinéma, c'est un jeu de répétition. Parce que tu dois refaire ta scène plusieurs fois. Et à chaque fois, elle doit être juste. Tu sais, parce qu'on change les valeurs de plan serré, plan large, vrai. champ contre champ, etc. Donc c'est un jeu où tu dois rejouer plusieurs fois la même scène. Il faut être patient, il faut aimer ça. Et puis aussi canaliser, parce que je dis souvent, quand tu es en plan large, c'est pas le moment de lâcher ta larme sur une scène C'est d'émotion vrai. parce qu'elle va pas se voir. Et donc ça aussi, c'est le métier, tu sais, où là, par contre, on te dit t'es cadré comme ça. Bah, Et tu justement, en parlant d'émotion, comment on arrive à déclencher cette larme c'est à la commande, ça se prépare, c'est comment? Alors à la commande, non, parce que bon, quand même, on n'est pas des machines. Mais par contre, oui, il y a des techniques, forcément. Je pense que chacun développe un peu sa technique.
Moi, pour ma part, et c'est aussi comme ça que je l'enseigne, je pense que ça passe d'abord par le physique, en fait, pour ensuite arriver à le ressentir. Se mettre dans. C'est ça, dedans. Quand tu vois, quand tu es en colère, tu as tendance à être plus tendu, donc tu contractes plus ton C'est corps, vrai. ta respiration change. Tu vois, et en fait, tu Tu provoques. lances le message. Voilà, Ok. tu provoques l'émotion physiquement et tu vas chercher aussi des choses, tu vois, dans ton vécu, dans C'est vrai. ton bagage émotionnel. Et ensuite, derrière, ça vient. Et puis, tu as une scène que tu joues justement au cinéma ou au théâtre, c'est écrit. Donc, tu sais ce qui provoque cette émotion. Et donc, bah, il faut y croire, il faut la vivre, quoi. Tu es dedans. Enfin, Et est-ce que c'est l'émotion la plus difficile à sortir ou il y a d'autres émotions à la jouer? colère? Oui. Ah non, pour moi, c'est pas la plus difficile. Parce que sans tomber dans le cliché de colère égale cri, c'est pas la plus difficile. Tu peux être dans une colère froide et tout, mais en général, c'est quelque chose que tout le monde a. Enfin, sort en tout cas, Arrive à exprimer. arrive à exprimer. Non, pour moi, les émotions, c'est plus l'amour, tu vois. On ne peut pas faker, ouais, c'est vrai. Tu vois, où là, par contre, ça demande une vraie sincérité que t'es pas forcément, que tu as pas forcément. Et puis, pour certains, c'est moins évident d'exprimer son amour. Déjà en réalité, voilà, dans la imaginons. réalité, donc voilà, le jouer, C'est vrai. ouais, c'est plus ces sentiments-là qui sont plus difficiles pour moi. Très bien. Ouais, donc du coup, même si on veut tricher, ça devient. Ouais. Là, ça peut être un peu le regard, même dans le regard, on peut percevoir que c'est. En tout cas, il faut être dedans. Enfin, ouais, voilà. C'est pour ça que dans les films, dans différentes scènes, quand on parle d'amour, c'est je t'aime. Tu sais, il faut forcer le. Ouais, voilà. Et là, tu vois, ça devient de la passion. C'est charnel. C'est l'amour, ouais, tu vois. C'est difficile de le dire d'une manière. Tu vois, T'as raison, cet c'est amour-là, vrai. pour moi, c'est plus difficile que la colère ou la tristesse, où on est quand même sur des émotions basiques, même la joie. On peut faire un geste, ça part. Oui. Très Chercher bien. des trucs plus profonds. Et donc, du coup, tu disais, pardon, j'ai fait une parenthèse de ça, mais tu parlais de la différence entre. La différence, donc voilà, donc l'acting, je dirais, voilà, cinéma de répétition, plus intériorisé, moins dans la projection. Théâtre, bah, on a un texte aussi, et on doit projeter la voix. Là, pour le coup, c'est un jeu, voilà, où tu es. Prestance. Voilà, exactement. Où tu dois t'exprimer, voire un peu surjouer, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse capter cette émotion, qu'il soit au début ou à la fin au dernier rang. Ouais. Et donc voilà, on est sur quelque chose de très expressif, de très justement, il faut occuper l'espace avec sa voix, avec son corps, avec voilà. On est dans autre chose, dans une autre interprétation très différente. Et l'impro, c'est t'as pas de texte, t'as pas de décor, t'as pas de costume, t'as rien en fait, t'as toi et tes partenaires. Et la connexion que tu peux avoir avec eux et ce sens de la répartie où en fait on te propose un truc et il faut que tu rebondisses dessus. Et quoi qu'on te propose, et c'est le plus difficile, c'est de l'accepter et de jamais se dire « Ah non, mais attends, tu m'emmènes où là ?» Et quand tu dis on te propose, c'est quoi? On te donne un mot, un thème, c'est quoi? Alors, en général, le thème est donné soit par le public, soit par l'arbitre, soit par la personne qui anime le spectacle. Donc oui, en général, c'est le public qui te donne les mots. C'est en plus participatif, c'est super oui. ça. Et ils disent quoi? Genre, c'est quoi le mot le plus bizarre qu'on vous a... Écoute, alors, hier par exemple, alors là, je M6, je jouais pas, mais hier... C'est le thème qui me vient là, hein, mais parce que c'était hier, je me suis dit, ah, c'est dur quoi. C'est la saucisse cosmique. Les gars, c'est pas sympa. Et ça a donné lieu à une impro géniale. Hein. Putain, c'est fou. Et donc c'est par équipe, donc c'est quoi? C'est 2 personnes avec 2 personnes? Il y a plusieurs formats, parce que tu as le format match, où en fait c'est 2 équipes qui s'affrontent. C'est pour le show, hein. C'est pas vraiment, on n'est pas au contraire. L'idée c'est de jouer avec les autres. Oui, voilà, on n'est pas là pour la gagne ou pour le point. Mais c'est pour dire, voilà, le public vote.
pour les équipes, il y a un arbitre et il y a des règles. Il y a vraiment Ok. on siffle des fautes, il y a des... Tu sors. Oui, oui, c'est ça. Donc il y a tu perds des points si tu fais des fautes répétées. Donc c'est plus pour le show, le match, Ok. que pour se dire on va gagner derrière ou pas. Et c'est toi qui organise cet événement ou là tu es parti Alors là, par exemple, la troupe d'improvisation, je fais partie de la troupe d'improvisation du Maroc. Et là, on organise un festival international d'impro chaque année, où c'est la troupe qui... Là où vous étiez en Tunisie? On était en Tunisie, on a représenté le Maroc en Tunisie, c'était chouette, c'était une belle expérience aussi. Qui a gagné? Écoute, ne nous oblige pas. On ne joue pas pour la gagne, mais on sait. Non, C'était serré. c'était serré. Non, c'était bon enfant, c'était une superbe expérience. En fait, je pense à ça. La Tunisie, alors déjà pour ma part, c'était une des premières fois où je joue en arabe. Challenge pour moi. Improviser en arabe, en tout cas, c'est pas évident. Et Mais puis, tu t'exprimes très bien en arabe. oui, hein, mais Pour improviser, pour j'imagine, improviser, c'est un exercice. ça bloque un peu le... Ouais, c'est ça. C'est comme on m'a déjà demandé est-ce que tu peux improviser en anglais. Je sais pas. Sincèrement, j'ai pas fait, donc pour l'instant, je sais pas. Le canal n'existe pas encore. Voilà, j'ai pas encore. Mais je vais essayer. Je vais m'essayer à ça. Non, en Tunisie, c'était chouette parce qu'il y avait plusieurs formes d'impro et puis ça mixait de la musique, de l'art visuel, de la peinture, etc. Donc ça a été une belle expérience. C'est ça qui est beau en impro, c'est que tu peux partir dans plein de choses différentes. Tu as le match, tu as le cabaret d'impro qui est différent. C'est un format plus punchy où là il n'y a pas d'équipe en fait, c'est juste freestyle. voilà, où tu as des catégories, tu sais, en impro. Donc joue à la manière de Shakespeare. Ah ouais, donc il faut avoir vraiment un bagage de. Tu ramènes pas n'importe qui. C'est ça. C'est pas un bagage théâtre. C'est ça. Et même il y a un bagage diplôme théâtre. Non, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas pour de tout le l'impro. monde. Enfin, il faut être formé à l'exercice. ok. Parce que tu sais, en théâtre, Vrai, tu on fais peut de l'improvisation. C'est vrai. Mais c'est pas la discipline. Où voilà, tu as des catégories, tu as des règles. Tu vois, cabotiner, c'est interdit. Cabotiner, c'est faire des blagues avec le public pour s'attirer la sympathie. Mais tu ne ramènes rien dans l'histoire. Et ça, c'est en fait de l'anti-jeu. Ah, tu fais Ouais, un peu de parce que tu fais des manipulation. blagues, Quoi. oh là là, machin, n'est-ce pas? Et ça, c'est du cabotinage et en fait, tu casses le jeu. Et donc, c'est pas faire en fait. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça qu'il faut connaître, quoi. Et non, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Et voilà, là, tu apprends à justement, moi qui ai tendance à beaucoup me back-upper, à préparer mes rôles, à venir préparer, quoi. Je connais mon perso, Ready. ouais, mentalement, je connais mon texte, non, je me bats pas. Mais ouais, je suis prête, quoi. Enfin, j'essaye. C'est le but aussi. Là, en impro, voilà, tu es obligé d'être dans l'instant. Et dans tous les cas, ça t'apprend aussi quelque chose où c'est pas grave. Et comme tu n'es pas tout seul, tu n'es jamais tout seul. Bon, sauf quand tu fais un seul en scène. Mais les autres sont là aussi pour te rattraper et c'est un travail d'équipe. C'est très bienveillant, donc du coup, même si tu te rates, c'est pas grave, tu passes, il y a l'autre qui reprend. Et à partir du moment où tu fais une proposition et que l'autre la valide, en fait quelque chose. Ça y est, tout passe en fait. Et tu peux aller très loin comme ça, dans des choses que tu n'imagines pas finalement. Ouais, j'avais vu aussi dans des one-man shows, je crois. Et où le fait où ils demandaient aussi au public de donner des mots, des phrases et combiner une histoire. Et au final, ça faisait des trucs incroyables. C'est fou. La magie du moment présent, quoi. Ah, c'est exactement ça. Là, tu vois, je reviens d'une expérience avec l'Institut français de la francophonie. Et donc, c'était la nuit du conte. Donc, voilà, avec le public, je créais un conte. Je racontais un conte. Et c'est génial de voir que, tu vois, à partir de choses, il y a une histoire qui se crée, tu donnes vie à des personnages, à une morale. Et pendant ce moment-là, c'est ça. Et que, tu vois, surtout dans le cadre du conte, où tu vois, tu as des enfants qui sont « Oh, wow !» tu vois, « Oh non !» tu vois. C'est génial. Ils vivent le film. Ouais, ils vivent le truc. Parce que c'est ça l'art du conte, c'est faire naître des images dans l'esprit du public. Tu racontes une histoire et eux, ils s'imaginent. C'est bien, ça éveille aussi, ça donne un peu
de l'imagination qui manque aujourd'hui parce qu'on est tous matrixés fait. dans cette... Ouais, on a besoin de rêver, on a besoin de sortir. Imaginer un peu dans notre... Ouais. Très bien. Et donc, du coup, si tu avais un conseil à donner, bon, même si on n'est pas là pour donner des conseils, à quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma ou dans l'impro, enfin voilà, au théâtre. Je conseillerais déjà de le faire, de se former. Parce qu'on ne peut pas... Enfin, si, on peut s'improviser acteur ou comédien, mais comme dans toute discipline, c'est bien d'avoir la base, quoi, une formation, Okay. donc se former. C'est des métiers qui ne sont pas faciles, donc il faut être passionné. Et donc, c'est bien de se tester avant, enfin, tu vas être sûr que tu vas avoir le souffle, parce que si tu n'es pas passionné, c'est dur. Hein. Okay. Même si tu es juste attiré, que tu veux essayer, c'est pas... Eh bien, essaye, c'est ça. Pourquoi essaye, je te dis ça? Parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie de partir à l'étranger, vivre un rêve, peut-être qu'ils sont jeunes, ils ont 17, 18 ans, et peut-être leur donner un conseil dans ce sens-là. Moi, je leur dirais déjà de se former et de se nourrir de tout ce qu'ils peuvent, de tout. Justement, de ce qui se fait à l'étranger. Pas forcément que dans le lieu de leurs études, s'essayer à plein de disciplines différentes parce que ça te nourrit forcément. Tu vois, le théâtre m'a amené au cinéma, j'ai découvert l'impro, et tout ça, en fait, ça me donne enfin voilà, ça me nourrit différemment, mais... c'est complémentaire. Hyper complémentaire. Et ça te donne envie d'en découvrir encore plus, quoi. Et c'est un métier formidable où tu es toujours en formation, en fait, tu es toujours en découverte. De rencontres, de gens, de situations, de personnages que tu joues. Et tu te perds pas dans tes personnages des fois? Écoute, peut-être un peu. C'est pas mal. À qui tu parles en ce moment? Ça dépend. Vas-y, on continue comme ça toute la fin de Non, je pense qu'il y a un truc où si tu es dans une ambiance, forcément, quand tu as un personnage un peu dark, t'es pas forcément, c'est pas ta période la plus joyeuse, enfin même quand tu sors du tournage. Surtout quand ça dure plusieurs mois aussi. Surtout quand ça dure plusieurs mois. Après, normalement aussi, tu arrives c'est ce que je dis souvent à mes élèves par exemple, le travail du comédien, c'est de savoir puiser dans son bagage émotionnel, mais justement de savoir doser. Parce que si tu te laisses submerger, par exemple, c'est pas un exemple heureux, mais je dis souvent, si tu t'es fait violer et que tu dois jouer une scène de viol, va pas chercher dans tes traumas parce que ça va être compliqué. Donc le rôle, c'est justement d'avoir quand même ce détachement. Parce que sinon, tu te fais parce qu'en plus, on est sensible, enfin, tu vois, on est des éponges. Donc là, tu te fais submerger. Et ça arrive, des fois où tu sors ta journée, tu es en pleurs. Et ça t'arrive des fois de dire, ça y est, j'en ai marre de parler cinéma, de faire des... Forcément un peu, parce que c'est aussi un métier hyper frustrant. Tu es toujours dans l'attente qu'on t'appelle. On ne te propose pas toujours des rôles qui t'inspirent. Donc forcément, il y a un moment... Et puis, voilà, il y a des situations, des tournages où c'est pas fou, les conditions de tournage, ou l'ambiance. Ça joue beaucoup, ça, même la qualité d'image, de son, de ces choses-là, ça ne laisse pas l'envie de... C'est ça. Tu es dépendant en fait de plein de choses. C'est pas qu'une question de talent ou d'envie ou t'as toute une équipe derrière, t'as toute une technique, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que et donc forcément ça génère de la frustration et des fois tu te dis ça vaut pas le coup parce que tu es aussi dans cette espèce d'insécurité permanente où c'est vrai, gestion d'émotions max. tu vois, financière. Et puis aussi émotionnel, parce que je dis souvent aussi, c'est dur quand tu n'es pas pris pour un film, parce que il faut pas. Hein. Et d'ailleurs, si tu le fais, pareil, ça te bouffe, ça te tue, mais forcément, tu le prends un peu personnellement, parce que c'est toi qu'on n'a pas voulu, c'est toi, physiquement. Tu vois. Et donc, il y a un truc, ça fait mal, forcément. Et il faut se blinder par rapport à ça, sinon, tu vois... Parce que tu en passes forcément plein des castings. Et surtout quand tu es jeune et quand tu débutes dans le métier. Et si tu te blindes pas par rapport à ça, tu finis une carpette. Tu vois, c'est difficile, quoi. Donc il faut se blinder mentalement, il faut aimer ça, tu vois, il faut être passionné pour se dire c'est pas grave, j'y retourne. Et je vais essayer, et j'y prends encore, et j'ai envie. Mais il y a des fois aussi où tu es là...
Franchement, Merci. Hein. en Baraka. fait, Chouette. ça va aller, merci, tu vois. Ok. Bah, écoute, on arrive vers la fin de l'épisode. Ah, déjà. Et en général, je pose une. Enfin, avant de clôturer, quel est le dernier livre que tu as lu qui a créé un déclic en toi? Le dernier livre que j'ai lu qui a créé un déclic en moi. Oh, j'aurais dû préparer cette question. Attends, le dernier livre que j'ai lu. Ça peut être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ah non, non. Si c'est pas le dernier, Moi je un pensais que déclic. c'était vraiment le Ouais. dernier. Non, le dernier. Alors, le dernier que j'ai lu, qui n'est pas dans le cadre de mes préparations de spectacles, etc., c'est. Alors, je ne connais plus l'auteur par contre. Il s'appelle comment? C'est une pièce que j'ai adorée, que j'ai bien envie de monter d'ailleurs, qui s'appelle Démon. Mhm. En fait, il y en a deux. En fait, chercher des livres de duo. Il y a Démon qui est très dark, qui est une histoire de couple qui va pas bien. Alors bon, bah, il se trouve que c'est le cadre là. Un autre livre qui s'appelle Ensemble et séparément. Oh, ça existe. Que j'adore, que j'ai adoré. C'est une petite pièce qui raconte en fait l'histoire une histoire d'amour, mais d'amitié en fait. Ok. C'est très beau entre deux personnes âgées et il faut le lire. Il faut le lire parce que justement tu découvres plein de choses au fur et à mesure et la fin est juste... Ensemble et séparément. Ensemble et séparément. Très bien. Et donc du coup, si on peut reprendre ton rêve dont tu parlais tout à l'heure, tu l'as exaucé? Non. Un peu, jouer des rôles. Alors oui, ça oui. Mais depuis, mon rêve a évolué. C'est quoi aujourd'hui ton rêve? Eh ben, d'embrasser une carrière internationale, de tourner encore plus. En anglais? En anglais, je le fais déjà, mais voilà, être reconnu internationalement, non, et surtout tourner. Et qu'est-ce que ça t'apporterait justement ça, le fait d'être reconnu mondialement? Eh ben, c'est une personnellement, pas dans le sens égo. Oui, pas que dans l'ego. Déjà, personnellement, ça me donnerait ça me donnerait le luxe de choisir mes films, déjà. Et de me voir proposer plein de choses, d'avoir tu vois, de me dire, j'ai envie de m'essayer à un film d'action, comédie, drama, et qu'on me propose plein de choses parce que en vrai, quand tu aimes ce métier, tu as faim. Ouais. Tu veux jouer tout le temps. Et plein de choses. Est-ce que ça engagerait aussi le fait de se déplacer dans un autre pays, peut-être pour justement être à côté de ça fait partie du métier. Tu dois être mobile dans ce métier. Pas forcément s'installer ailleurs. Mais de toute façon, là, en étant basée au Maroc, je suis amenée, voilà... un de mes derniers tournages, j'étais à Budapest, en Hongrie. Tu tournes en France, tu tournes... Enfin, donc, de toute façon, quand tu fais ce métier, il faut être prêt à bouger. Il faut être prêt à te déplacer pour les besoins du tournage. Et c'est des métiers pas de saltimbanque, mais tu es forcément un peu toujours ici et là-bas. Enfin, tu vois, tu es obligé d'être mobile. Est-ce que dans la carrière d'un acteur, actrice, le fait de vouloir faire son propre film, c'est quelque chose qui est présent? Oui, ben là, je suis déjà Alors, je suis en coécriture d'un long métrage avec une amie comédienne aussi. Mais ça prend du temps, en fait. C'est vraiment des choses qui... c'est un projet de vie. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps. Peut-être pas de vie, parce que quand même... J'ai envie de sortir. J'ai envie de réaliser quand même, tu vois. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Je suis aussi en coécriture d'une pièce de théâtre. Et donc oui, l'envie est là. L'envie est là d'écrire parce que ça aussi, c'est une manière aussi de s'affranchir du fait de dépendre des autres. Et puis, forcément, à force, tu as envie de raconter des choses. Et donc c'est bien. Qui peut le faire mieux que toi-même, finalement, dans ce que tu as envie de raconter. Tu disais tout à l'heure, tu es coach aussi, donc tu coaches
de personnes qui sont dans le cinéma ou de toute personne? Alors vraiment dans les trois, je coach, je donne des cours d'acting, de théâtre et d'impro, Ok. un peu pour tous les âges, et puis aussi du coaching personnel, par exemple pour des prises Particulier. de parole en public, exactement. Ok. Et là aussi, c'est génial parce que tu apprends beaucoup hein, de tes élèves, de tous âges confondus, parce que pareil, chaque âge, chaque tranche d'âge C'est vrai. te donne, tu sais, il y a une espèce d'innocence, un imaginaire fou chez les enfants, une espèce de lâcher prise comme ça, où ils ne sont pas encore dans le jugement C'est vrai. des autres, etc. Où eux, par exemple, quand ils jouent, bah voilà, quand ils meurent pour de vrai. Et Cette donc, il y a innocence, ouais, oui, cette, qui nous manque, nous les adultes. c'est vrai. ça, qu'on apprend au fur et à mesure quand on vieillit, voilà, à contrôler, à être plus dans la posture, etc. C'est vrai. Les ados, c'est encore un autre rapport. Les adultes aussi, parce que là, il y a des choses des fois qu'il faut déconstruire Pour qu'ils reviennent un peu à pour l'enfance. qu'ils reviennent exactement. bien. Et puis, tu apprends plein de choses. Tu apprends plein de Très choses bien. avec. Très bien. Bah, écoute, c'était un plaisir d'entendre ton parcours. Ravi. À la fin de chaque épisode, je demande à l'invité de m'écrire sur un papier une valeur Une valeur. et une phrase. Donc, quelle empreinte t'aimerais laisser derrière toi? Tu la représentes par une valeur et une phrase. Hop, à voter. Parfait. Eh ben, écoute, merci, puis à C'est moi. bientôt. Mais oui. Nice.